j'ai essayé de parler du prématuré, enfin de la cardiologie néonatale et du prématuré. Et si vous voulez bien, pour certains cas cliniques, on pourra les étendre un petit peu au-delà de la période immédiatement néonatale. Mais on va se concentrer surtout chez les nouveau-nés. Je changerai une ou deux fois de diaporama. Donc ma première question, ma première affirmation, c'est un vrai faux. Je n'ai pas le système qu'il y a eu tout à l'heure dans la tuberculose, que je trouvais bien là. L'incidence des cardiopathies congénitales à la naissance est la même, quel que soit le terme de naissance. Vrai, faux. Levez la main ceux qui pensent que c'est vrai. Il n'y en a que 2. C'est faux. 3. Les autres n'ont pas d'opinion. Bon, sur la planète, l'incidence des cardiopathies congénitales, c'est pareil dans toutes les populations. Toutes les populations humaines, c'est la même chose. Mais ce n'est pas vrai que c'est la même chose, quel que soit le terme de naissance. En fait, il y a la proportion de cardiopathie congénitale chez les bébés prématurés est plus élevée. Et il ne s'agit pas du fait que quand on est prématuré, on a plus de malformations. En fait, c'est juste qu'il y a une association entre prématurité et cardiopathie congénitale. Une association forte, hein, très forte. Si vous regardez ici en fonction de l'âge gestationnel, vous voyez que chez les prématurés de moins de 32 semaines, c'est 3 fois plus fréquent que l'incidence à la naissance, et que entre 32 et 37, c'est un peu plus que 2, et puis un peu plus que 2 chez les juste inférieurs à 37. D'accord ? Donc c'est plus fréquent. Bien évidemment, ça va nous poser des problèmes. Ça va nous poser des problèmes parce qu'ils sont petits, parce que tout est plus difficile à gérer. Donc, ma deuxième question, c'est un des problèmes, c'est l'excès de mortalité, parce qu'on peut être gêné. L'excès de mortalité des nouveau-nés prématurés ayant une cardiopathie congénitale est significatif avant 32 semaines. Bon, on peut répondre oui, d'accord, c'est une évidence. Avant 35, on va se débrouiller. Avant 37, on va se débrouiller. Bon, en fait, c'est pas qu'avant 32 semaines, hein, c'est pour ça que la réponse est fausse. C'est dès 37 semaines, on a un excès de mortalité. Donc les early preterm, même les 37-38, hein, même les 38, il y a un excès de mortalité significatif. Ça, c'est très important, par exemple, dans la gestion du diagnostic prénatal, qui commence quand même à arriver au Maroc. Il faut faire très attention, dans le transfert in utero, à ne pas prendre comme justification la présence de la cardiopathie et la nécessité de naître dans un endroit où, par exemple, on peut faire une manœuvre de Rashkin, donner de la prostaglandine, pour faire naître le bébé 1 semaine ou 2 avant. D'abord parce qu'il y a un excès de mortalité lié à la cardiopathie et qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on peut discuter si vous voulez, comme un excès de morbidité, en particulier neurologique, lié à l'immaturité cérébrale de la plupart des enfants qui ont des cardiopathies cyanogènes. D'accord ? On considère que les bébés qui naissent à 38 semaines ou 39 semaines avec une cardiopathie congénitale ont en fait une maturité cérébrale qu'on peut mesurer par différentes techniques d'IRM de diffusion ou de mesure d'anisotropie, qui est celle de 35-36. Donc après, quand on va les soumettre à une opération de circulation extracorporelle, par exemple, on risque de leur abîmer plus le cerveau que chez un bébé à terme. Donc le diagnostic prénatal ne justifie pas qu'on anticipe les naissances parce qu'on va augmenter le risque. Le cathétérisme cardiaque chez les nouveau-nés de moins de 2 kg expose à un risque de complications d'environ 30%. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est facile de fermeture du canal artériel chez le prématuré. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas 30% de complications, hein. Donc, parce que les complications, on peut parler de tous les types de complications. Voilà, de l'hématome au point de ponction, à la suspicion d'entérocolite post-opératoire, aux troubles du rythme pendant la procédure, etc. Donc la réponse à ça, vrai. Donc c'est vrai, le taux de complication, donc vous voyez en haut, c'est pas très, excusez-moi, j'ai pas vu, c'est à peu près 28% chez les moins de 2 kg. Je pense. Non, c'est bon. Donc c'est un taux de complication tout à fait considérable.
D'accord. Donc c'est pas parce que donc, quand un bébé, vous voyez que ce taux de complication, il est quand même, c'est tous les types de complications. Donc on voit que chez les bébés de 2 à 3 kilos, c'est quand même 25% de problème. C'est énorme. Hein. Donc avant de dire il faut faire un cathétérisme pour faire le diagnostic, il faut être sûr qu'on n'a pas d'autres méthodes. Après, si c'est des cathétérismes interventionnels, on peut discuter. Et donc voilà ici le type d'événement. Donc vous voyez que la mortalité, il n'y en a pas. On ne les tue pas en faisant du cathétérisme chez les petits, mais par contre, on doit les réanimer. Ils ont des troubles du rythme et des problèmes d'accès vasculaire et des problèmes respiratoires, par exemple. Il y a toujours du Larsen, c'est assez désagréable, en tout cas pour moi. La mortalité chirurgicale pour les cardiopathies complexes multipliée par 2 chez les nouveau-nés de moins de 2,5 kg. Oui, non. Ouais, c'est beaucoup plus que ça. Hein. En fait, s'il y a du Larsen, ça veut dire qu'il y a 2 micros en marche. Donc la mortalité, vous voyez ici, par exemple la mortalité chez les bébés qui pèsent de 1 à 2,5 kg, ça c'est des scores de gravité. Le plus bas, c'est quand c'est pas grave. Si on regarde celui-là, vous voyez que c'est la mortalité est tout à fait considérable hein, par rapport à la population générale. La bronchodysplasie pulmonaire expose les enfants devant subir une circulation extracorporelle à des complications dans 75% des cas. Ouais, c'est au moins ça. Hein. Donc là aussi, c'est très très important. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, c'est les bébés prématurés, leur faire, et qui sont de petits poids, leur faire un cathé, c'est extrêmement dangereux. Les opérer, ça pose certes des problèmes techniques pour nos chirurgiens ou pour nos cathétériseurs, mais ça les expose à une morbidité considérable. Hein. Donc 25% de morbidité. Et en plus, si on le fait, enfin pas en plus, mais je devrais dire, mais si on attend qu'ils aient été exposés à tous les risques de la prématurité, en particulier la bronchodysplasie, eh bien à ce moment-là, on va avoir une morbidité énorme, 75% de morbidité. Je n'ai pas mis la diapositive sur le coût. Est-ce que vous savez combien ça coûte en plus de prendre en charge une cardiopathie congénitale d'un bébé de 35 semaines? Ça dépend du pays. Chez nous, c'est pas cher. En plus, oui. En France, si on parle du coût, il y a vraiment toujours du Larsen. Hein. Si on prend un bébé qui a 35 semaines, qui a une transposition des gros vaisseaux et qui doit rester hospitalisé, en coût en France, c'est 4 fois plus. 4 fois plus. Opérer une transposition des gros vaisseaux, donc une cardiopathie relativement simple, à 35 semaines, on sait le faire, à 2 kg, il n'y a pas de problème. Donc au lieu de coûter 40 000 euros, ça va coûter entre 160 et 200 000 euros. C'est monstrueux. Hein. C'est absolument monstrueux comme chiffre. Non, mais parce que je termine avec une sorte de légende. Parce que tous les experts sont faillibles. Ben, il peut se tromper. Oui, et est-ce qu'ils se trompent beaucoup? Alors, c'est pas un expert. Je veux dire, quel est le seuil auquel vous mettez le pourcentage d'erreur pour continuer de qualifier quelqu'un d'expert? 40%. Bon, non, c'est pas 40 en fait, mais c'est quand même beaucoup. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans mon service. On va dire que les enfants, ils ont été expertisés. En tout cas, on n'a pas de gens de plus haut niveau. En fait, il faut me débarrasser du truc là. On n'a pas de gens de plus haut niveau pour le faire. Le diagnostic était différent dans 3% des cas.
c'est pas énorme, diagnostic différent, d'accord? Ce qui compte, c'est ce qu'on fait à l'enfant. Le fait qu'on donne un nom, c'est pas le terme. Donc, un impact majeur, presque 8% des cas. C'est-à-dire que ce qu'on a dit aux parents, c'est pas ce qu'on va faire. Ça veut dire ce qu'on a dit aussi en termes de risque, c'est pas ça. On nous a dit il y a 2% de risque. Ça peut être 0, parce que c'est moins grave, mais ça peut être aussi c'est une catastrophe. Je suis sûr. Vous êtes persévérant. Hein. Non, j'ai rien. Ça, il ne peut pas avec. Non, parce qu'on entend très bien qu'il y a du Larsen. Non, on n'entend pas. Oui, on entend. Moi, j'entends, ouais. Bon. Parce que toi, t'entends, faut que tu ailles consulte. Et un impact mineur, c'est presque 20%. D'accord ? Un impact mineur, ça peut être, par exemple, on a considéré comme impact mineur le risque d'avoir à être réopéré plus tard. On pourrait aussi le basculer dans majeur. Donc, mais ça, avec des aspects, ici, il y a de temps en temps, les nouvelles étaient meilleures et de temps en temps, elles étaient moins bonnes. Mais quand même, ça veut dire que le diagnostic prénatal, c'est pas parfait. Donc il faut toujours se méfier, et ça c'est un message pour les néonatologues, et je reviens à ce que j'ai dit sur le canal artériel, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce que vous voyez, pas ce que vous lisez. Quand vous examinez l'enfant, c'est ce qui compte le plus, quand vous l'examinez. Donc quand vous examinez ou quand vous faites l'échographie, si on vous a dit c'est une tétralogie de Fallot et que vous voyez les vaisseaux transposés, vous avez le droit de remettre en question le diagnostic du soi-disant expert. Hein. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça. Et en tout cas, il faut être méfiant, il faut anticiper les choses comme si le diagnostic était juste, mais ne pas être complètement déstabilisé si on se rend compte qu'il y a des incohérences cliniques ou échographiques. Allez, on revient à un truc avec un cas clinique. Un nouveau-né à terme, grossesse normale, accouchement normal, il n'y a pas de souffle, tous les pouls sont palpés, il a 82 au membre supérieur, 80 au membre inférieur. On sent, qu'est-ce que vous voulez? Donc je vous montre l'échographie. Vous en avez déjà vu une qui ressemble à ça. Donc, ce que vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, le shunt est droite-gauche en systole et on ne voit pas de rouge. D'accord? Donc, les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées. Qu'est-ce que vous devez regarder? Voilà. Donc, vous devez regarder le foramen ovale. D'accord? C'est un réflexe. On a vu qu'il était bleu de partout. Vous vous attendez à quoi? Ouais. Comme il est bleu de partout, vous attendez à ce que le foramen ovale chante de droite à gauche. D'accord? Donc il est bleu de partout. Donc votre conclusion hémodynamique, vous n'avez pas regardé l'intérieur du cœur. Le canal artériel est systémique, la CIA est droite-gauche. Systémique, ça veut dire qu'en systole, ça va de droite à gauche, avec des résistances qui sont élevées. Maintenant, vous pensez à quoi? Ce n'est pas un diagnostic, c'est une réponse physiologique, puisqu'on a dit hémodynamique. Donc, les résistances vasculaires pulmonaires sont suprasystémiques, on est d'accord. Hein, on l'a déjà dit plein de fois, et on le répète, mais c'est vraiment un truc important. Et ensuite, le shunt, il est droite-gauche. Donc, ça veut dire que, on a dit tout à l'heure, le ventricule droit, soit il ne marche pas, soit il n'y en a pas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il fait quoi? Ben, il n'arrive pas à se remplir pour faire le débit que doit faire un ventricule droit. Donc, le remplissage, c'est la compliance. Soit il ne peut pas se remplir, la valve tricuspide est fermée, par exemple. Soit il ne veut pas se remplir parce qu'il dysfonctionne en diastole, ou il est trop petit, par exemple, une certaine malformation où il est plus petit. Mais il y a une autre hypothèse. Le shunt est obligatoire pour vivre. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure dans l'interruption de la crosse aortique, s'il n'y a pas de shunt, il n'y a pas d'enfant. Donc, s'il n'y a pas de canal artériel, il n'y a pas d'enfant. Donc, les hypothèses, c'est une maladie du ventricule droit qui donnerait de l'hypertension artérielle pulmonaire. Est-ce que c'est fréquent? Non, c'est pas plutôt RPPR. Ouais. Donc, voilà. Donc, on arrive très rapidement au diagnostic parce que les maladies du ventricule droit qui donnent de l'hypertension pulmonaire, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'hypertension pulmonaire qui donne une maladie du ventricule droit. Donc, si on raisonne de façon simple, c'était marqué dans le titre, eh bien, ce n'est pas une maladie du ventricule droit, c'est plutôt un shunt obligatoire.
Et je vous montre ici le diagnostic. Ici, vous voyez, on a confirmé sur la géométrie des ventricules. Le ventricule droit est très dilaté, il est très gros. Le ventricule gauche, il est écrasé. La géométrie septale, vous voyez que c'est poussé comme ça de ce côté-là. La pression est beaucoup plus élevée. Il a de l'hypertension pulmonaire. On avait fait le diagnostic sur une résistance pulmonaire très élevée. Ce qu'on voit sur cette image-là, c'est quoi? Il y a un ventricule droit. D'accord? Donc ce n'est pas une maladie du ventricule droit où il n'y en a pas. Ce n'est pas une atrésie tricuspide. Le shunt, il est toujours droite-gauche ici. Et ensuite, là, ce qu'on voit, quand on essaye de regarder les oreillettes, c'est certes, on a vu ici le passage qui était droite-gauche, mais on voit un truc derrière l'oreillette, une poche. Ici, c'est l'aorte. Là, il y a une poche. Ici, l'oreillette gauche, là, l'oreillette droite. Cette poche, en fait, ce sont les veines pulmonaires qui sont... Et on ne voit pas qu'elles se connectent au cœur. Et là, je vous ai montré un cas particulier parce qu'il faut regarder dans le foie pour voir que c'est dans le foie que les veines pulmonaires se jettent. Donc, c'est le diagnostic, c'est celui de RVPA. Mais on l'avait fait sur cette image-là, j'aurais pu vous montrer celle-là. Celle-là, elle montrait qu'il y avait de l'hypertension artérielle pulmonaire, que le ventricule droit se remplissait. L'autre diagnostic, s'il n'y avait pas de cardiopathie, ça pouvait être une hypertension artérielle pulmonaire très sévère de l'enfant, avec de la défaillance droite et un shunt droite-gauche interauriculaire par défaillance du ventricule droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on avait juste 2 boucles d'échographie, qu'est-ce qu'on va donner, nous, comme conseil en pré-hospitalier? Je reviens rapidement parce que je pense qu'il faut essayer de rester pratique de temps en temps. Donc on avait l'info, on nous montre le canal artériel et on nous montre ça. On dit je pense que c'est un retour veineux pulmonaire anormal total, quand on est le cardiologue. Mais on peut dire aussi, c'est une hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né. Les hypertensions artérielles pulmonaires persistantes du nouveau-né à terme avec un accouchement eutocique, c'est ce que j'ai marqué dans l'énoncé, c'est quand même très très rare. C'est possible, c'est très très rare. Et en pré-hospitalier, vous allez donner quoi comme conseil? C'est-à-dire, avant d'arriver dans une réa, vous allez dire qu'il faut l'oxygéner et éventuellement lui donner du monoxyde d'azote, si vous pouvez le faire. Donc le ventiler, l'oxygéner, peut-être le sédater, comme une hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né. Et ce n'est que arrivé à l'endroit où on peut faire la confirmation diagnostique que vous voyez là, qu'on va rectifier le tir. Entre hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né et retour veineux pulmonaire anormal total. Bien évidemment, si c'est un retour veineux pulmonaire anormal total qui donne de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça veut dire qu'il est bloqué, donc le sang ne peut pas sortir des poumons et qu'il faut l'opérer en urgence. Donc en préhospitalier, il y a 2 conseils, le réanimer comme une HTAP du nouveau-né et aussi l'adresser à un endroit où on pourra faire le diagnostic d'une part, mais éventuellement aussi le traitement, ce qui peut être plus difficile ici, mais qui existe tout de même. Donc, voilà à quoi ça ressemble, l'image de scanner d'un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué infradiaphragmatique avec cette sténose très serrée ici de cette collection des veines pulmonaires. Pas obligatoirement. C'est dès qu'il y a une... C'est possible. S'il s'agit d'un retour veineux pulmonaire anormal qui est comme celui-là dans la veine sus-hépatique, ça ne posera pas de problème. Si par contre il est dans la porte, dans la veine porte, c'est très ennuyeux. D'accord ? La priorité, c'est quand même la réanimation. Mais si on peut faire autre chose, de toute façon, dans les cardiopathies cyanogènes, on préfère toujours avoir une voie veineuse périphérique, puisque n'importe quelle faute de manipulation sur le cathéter veineux ombilical peut donner un accident vasculaire cérébral très rapidement ou mettre des bulles dans le cerveau. Donc à cause du shunt. Et dans le RVPA, infradiaphragmatique, c'est aussi un petit peu compliqué quand le retour est dans une veine porte. En fait, dans toutes les cardiopathies cyanogènes. Parce que même si vous avez une atrésie pulmonaire avec CIV, n'importe quelle faute là-dessus va être ça. Dans la transposition des gros vaisseaux, c'est parce qu'on peut avoir besoin du canal d'Arensius pour faire la manœuvre de Rashkind. D'accord ? Donc il ne faut pas nous le boucher. Ça, c'est le point. Donc là, c'est un bébé. La question, on a dit que c'était un retour veineux pulmonaire anormal total. Et le diagnostic différentiel que vous voyez sur ces images, était-il possible ? Donc le diagnostic, on va le faire vite, sinon on ne pourra pas faire beaucoup de cas.
En fait, ici, vous voyez que l'oreillette gauche, elle est énorme. Mais ce n'est pas l'oreillette gauche, en fait. Si vous regardez bien, la mitrale, elle est là. Il y a comme s'il y avait une membrane ici. Et ici, il y a un tout petit trou entre la partie postérieure de l'oreillette et la partie antérieure avec la mitrale. Cette malformation, ça ressemble à un RVPA, mais ça s'appelle le cœur triatrial. D'accord ? Et donc ça crée, il y a un tout petit trou, c'est comme si l'enfant avait un rétrécissement mitral, mais la différence c'est quoi avec le RVPA ? Ben, c'est que les veines pulmonaires, elles vont dans le cœur. Donc l'enfant, il est rose. D'accord ? Donc ce diagnostic différentiel était-il possible ? La réponse est non, il n'est pas bleu. D'accord ? Il pouvait avoir d'hypertension pulmonaire parce qu'il a un rétrécissement mitral très serré, mais il est rose. C'est la même urgence chirurgicale, hein. Mais par contre, les enfants n'ont pas la même physiologie. Vous voyez ici un autre enfant avec un cœur triatrial. On voit très bien les veines pulmonaires ici qui arrivent dans cette grosse poche. On ne voit pas le petit trou, puis derrière, il a la toute petite oreillette et la mitrale. Donc, le cœur triatrial, ça ne pouvait pas être un diagnostic différentiel avec ces trois poches qu'on appelle les 3A. Alors, un bébé qui n'a pas de détresse respiratoire, hypoxie réfractaire, à terme, grossesse normale, accouchement autocyte, pas de souffle, tous les pouls sont palpés. Donc en gros, c'est un bébé qui va très bien et il a 80% de saturation égale aux 4 membres. Le premier diagnostic à évoquer, de ça c'est le diagnostic. Maintenant, si on fait de l'hémodynamique, voilà. On n'a pas vu cette configuration pour l'instant. Ici, c'est la même coupe que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est pour ça que ce n'est pas notamment des maladies strictement identiques, avec ce canal artériel de forme conique qui chante de façon continue de gauche à droite. Qu'est-ce que vous avez comme information ? La pression dans l'aorte est plus élevée en systole que la pression dans la paix, et les résistances vasculaires pulmonaires sont basses. C'est ça que vous avez. Bon. Et maintenant, le shunt au travers du foramen ovale, il est de droite à gauche. Comment est-ce qu'on va raisonner ? Je vous rappelle qu'on sait regarder ça parce qu'on est en néonate, mais que l'intérieur du cœur, ça peut être un petit peu plus délicat si on n'a pas été formé. Donc, les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques. D'accord ? Donc, la période transitionnelle, c'est bon. Il s'est adapté, ça a baissé. Si ça chante de droite à gauche, ben, je résume, la compliance du ventricule droit est moins bonne que celle du ventricule gauche. Bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on a dit hypertension artérielle pulmonaire qui fait défaillir le ventricule droit, mais l'hypothèse initiale, c'était pas de ventricule droit. D'accord ? Donc, on avait une situation tout à l'heure, hypertension artérielle pulmonaire plus pas de ventricule droit, où on a dit que ça ne marchait pas comme ça. Donc, on a dit que c'est plutôt le ventricule droit qui défaille quand on a de l'hypertension artérielle pulmonaire. D'accord ? Donc, c'était là aujourd'hui, enfin maintenant, c'est la situation qu'on a exclue tout à l'heure. C'est celle où le ventricule droit est petit ou défaillant. Donc là, je vous montre le diagnostic, le shunt droite-gauche interauriculaire, le shunt gauche-droite par le canal artériel. Les résistances sont basses, le ventricule droit est défaillant. Pourquoi ? Parce que la valve pulmonaire est fermée. Donc c'est une cardiopathie obstructive du cœur droit. Le cœur droit ne perfuse pas les poumons, le poumon est perfusé par le cœur gauche et par le canal artériel. D'accord ? Donc ici, c'est une atrésie pulmonaire à septum intact, mais ça pourrait être une atrésie pulmonaire avec CIV, une malformation complexe à l'intérieur du cœur avec atrésie pulmonaire et la CIA droite-gauche. Donc là, ce qu'on sait, c'est quoi ? Avant que je vous montre cette image, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire et qu'on n'a que les deux images, quel est le conseil préhospitalier qu'on va donner ? Ce n'est pas une hypertension artérielle pulmonaire, donc on n'a pas besoin de lui donner de l'oxygène, du NO. On sait que les résistances sont basses. D'accord ? Mais on sait qu'il y a un problème, c'est-à-dire le sang, il n'arrive pas à aller de l'oreillette droite à l'artère pulmonaire, il est obligé de passer par le canal artériel puisque le shunt est droite-gauche. Donc il faut garder le canal artériel ouvert. Quand la saturation est inférieure à 70%. D'accord ? Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On n'a pas besoin que la personne au bout du fil nous dise
C'est une atrésie pulmonaire à septum intact. Si c'est résumé comme ça, on va savoir ce qu'il faut faire. Mais je vous rappelle que les experts, ils se plantent. D'accord? Donc celui qui vous dit c'est une atrésie pulmonaire à septum intact, bah, dans 10% des cas, ce ne sera pas ça. Et dans 20% des cas, ce ne sera pas le bon traitement. Donc la chose qui compte, c'est ce qu'il a vu. Comment est le canal artériel? Comment est le foramen ovale? OK. Donc, pas besoin d'oxygène, de la prostine si la saturation est à 68%. Ou alors, en fonction de la distance à laquelle on se situe, on s'adapte. Oui, c'est pour ça que je dis, ça dépend aussi de la distance à laquelle on se situe, de l'endroit où on va pouvoir prendre en charge l'enfant. Si on est à 20 minutes et qu'il a 80 de SAT, c'est pas la peine de s'embêter et tout ça, à gâcher une ampoule de prostaglandine. Il vaut mieux le transporter. Par contre, s'il est à 3 heures, qu'il faut prendre un camion pendant longtemps, il vaut mieux s'en occuper. Donc on va passer là-dessus parce que ça c'est... Alors 8 heures de vie. Il est adressé pour hypoxie avec détresse respiratoire. À terme, grossesse normale, accouchement autocycle, pas de souffle, les pouls sont palpés. Il a la saturation la même partout. Donc, Tintin, toujours la même chose. Ce que je vous montre là, c'est ce qu'on fait nous à Paris. Hein. On demande au néonatologue qui sait très bien regarder foramen ovale et canal artériel, dis-nous. Ou de temps en temps, montre-nous. On fait des trucs tout bêtes. Hein. On dit, filme l'écran avec ton iPhone et envoie-moi sur WhatsApp. Et donc, on fait tous les conseils de garde, c'est comme ça. Hein. Il filme l'écran, il nous montre cette image-là, il nous montre cette image-là, et on donne les conseils appropriés. Hein. Donc là, ce que vous voyez, à nouveau, j'ai mis exprès les mêmes images pour pas que vous soyez perdus, que ça change, mais c'est juste le schéma qui compte. Les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées. D'accord? Le shunt, il est droite-gauche par le canal artériel, en systole. On s'arrête là. Donc, il y a de l'hypertension. La période transitionnelle se passe mal, puisque les résistances ne baissent pas. Mais je vous rappelle toujours que quand le shunt il est droite-gauche, il faut toujours se dire, est-ce que c'est uniquement parce que les résistances ne baissent pas ou que la compliance est mauvaise quand on parle des cavités, ou parce que le shunt est obligatoire? Parce que le sang ne peut pas passer par ailleurs pour vivre. Et maintenant, c'est l'inverse. Là, le shunt, par le foramen ovale, il est gauche-droite. On a déjà vu ces situations quand j'ai fait coarctation. Le problème, c'est le ventricule gauche. D'accord? Donc c'est bon, on sait ce qui se passe. Donc, là, je reviens sur la clinique. Il est 82% aux membres supérieurs. Je vous donne la première hypothèse. Les deux sous-clavières sont sous la coarctation. Et c'est une coarctation. Ou le ventricule gauche est défaillant, ou le ventricule gauche, s'il est défaillant seulement, il va peut-être perfuser un petit peu le bras droit. Mais s'il n'est pas là, il ne perfuse rien, et toute l'aorte est perfusée à rétro par le canal artériel. D'accord? Donc la conclusion hémodynamique, encore une fois, ce n'est pas une conclusion diagnostique. On arrive au diagnostic. C'est les résistances vasculaires pulmonaires sont suprasystémiques, la compliance du ventricule gauche est moins bonne que celle du ventricule droit, ou le shunt gauche-droite est obligatoire par la CIA, ainsi que le shunt droite-gauche par le foramen ovale, par le canal artériel, pardon. Et donc le diagnostic, c'est celui-là. On voit ici, atrésie mitrale, d'accord? Il n'y a pas le ventricule gauche, c'est un tout petit machin. Donc le sang qui arrive dans l'oreillette, il sort obligatoirement par le foramen ovale. Pourquoi est-ce que les pressions sont élevées? Parce que comme tout à l'heure, dans le cœur triatrial, il y avait comme un rétrécissement mitral. Après, ça allait dans la partie gauche du cœur parce qu'il y en avait une, au travers d'un petit trou. Là, le petit trou, c'est le foramen ovale, mais c'est quand même un RM, un rétrécissement mitral. Donc il y a de l'hypertension pulmonaire. Et tout le sang va dans le ventricule droit qui perfuse l'artère pulmonaire, puis par le canal artériel, l'aorte vers le bas, mais aussi vers la tête, et jusqu'au coronaire à l'envers. Donc le diagnostic hypoplasie du cœur gauche. Voilà ce qu'on voit ici. Le diagnostic, il est fait. Le canal artériel est là, il perfuse l'aorte descendante, mais on voit aussi que le canal artériel perfuse à rétro l'aorte horizontale jusqu'aux artères coronaires, avec ici l'aorte qui est toute petite. Voilà à quoi ça ressemble, cette image angiographique. J'injecte ici dans le canal artériel, on voit les deux AP, et hop, on voit, vous voyez la toute petite aorte ici, perfusée de façon rétrograde.
On en fait un dernier. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah non, j'ai encore un petit peu de temps. Donc c'est un bébé qui est cyanosé de façon généralisée à 85%. Et il a un souffle. D'accord? Il a un souffle ici, au bord gauche du sternum. Le souffle, vous l'entendez? Et il a cet électro-là. C'est un bébé, hein? Enfin un nouveau-né. Il n'y a pas d'écho à l'endroit où il est. Bah, ce qu'on voit sur l'électrocardiogramme, c'est que c'est un électrocardiogramme qui ressemble à un électrocardiogramme de nouveau-né en fait. Hein. D'accord? Mais il y a un petit peu trop de droit quand même, hein, pour un bébé. Le droit est un peu augmenté. L'électro, c'est un peu désuet quand on a de l'échographie. Hein. Mais de temps en temps, quand on n'en a pas, ben, faut demander les choses simples. Est-ce que vous pouvez faire un électro? Oui. Est-ce que vous pouvez faire une radio? Ah ben là c'est bon, on sait ce qu'il a. Donc là aussi, hein, si on a une machine d'écho, la radio c'est un petit peu désuet, en tout cas pour la cardiologie, hein, je ne parle pas pour d'autres aspects. Ce qu'on voit très bien, c'est que le ventricule droit il est gros, d'accord? Hein. Donc ça c'est pas un cœur normal de nouveau-né où il y a une pointe qui est ici, et là la pointe est là. D'accord? Donc il y a un problème dans la partie droite du cœur. Hein, s'il y a un souffle et qu'il y a un problème dans la partie droite du cœur, bon, c'est qu'il y a un rétrécissement sur l'artère pulmonaire. C'est le plus probable. On a vu l'électro, il y a un peu trop de ventricule droit, la radio, il y a un peu trop de ventricule droit par rapport à ce qu'il devrait y avoir, même si le ventricule droit est le ventricule prédominant pendant la vie fœtale. Normalement, sur le plan électrique et radiographique, chez un nouveau-né, on doit avoir les deux ventricules qui sont équilibrés. Bon, là, c'est une radio d'un enfant un petit peu plus grand, en fait, et on voit qu'il y a même déjà un petit peu de débord droit de l'oreillette droite. Donc voilà l'échographie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ventricule droit, il est petit et musclé. Tout à l'heure, on a vu une atrésie pulmonaire. Là, ce n'est pas une atrésie, parce que dans une atrésie, il n'y a pas de souffle, puisqu'il n'y a pas de sang qui passe. Donc là, c'est une sténose. D'accord? D'ailleurs, on voit que la valve pulmonaire, elle bouge mal. Je n'ai pas mis le Doppler hein, ici, mais on imagine qu'il y a un obstacle. Et là, le foramen ovale, il est de droite à gauche. Vous êtes d'accord? Comme ce qu'on a déjà vu 4 fois ou 5 fois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'il ne peut pas passer en quantité normale, d'accord? Puisque le bébé a 85% de saturation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventricule droit, il est certes capable de pousser une partie du sang dans les poumons, mais pas 100% du débit cardiaque. Comment est le canal artériel? C'est sûr? Alors, première hypothèse, on va faire donc le canal artériel, il peut être ouvert ou fermé. D'accord? D'accord? Il n'y a pas beaucoup de raisons qu'il soit ouvert obligatoirement, puisque comme ce n'est pas une atrésie, dans une atrésie, il est obligatoirement ouvert, sinon l'enfant est mort. Mais là, c'est une sténose. Donc, une partie du débit pulmonaire est faite par le ventricule droit. Il n'arrive pas à faire 100%. Il a 85% de saturation si on utilise le principe de Fick, mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Ça veut dire qu'en gros, il y a un tiers du débit cardiaque qui passe par le foramen ovale et qui va aller du côté aortique. Ça, c'est la première chose. Donc ça, ce n'est pas normal dans un rétrécissement pulmonaire. Ça veut dire que le ventricule droit n'est pas 100% compétent. Donc il va falloir ouvrir la valve pulmonaire pour améliorer la compliance et la compétence du ventricule droit à terme. Mais le canal artériel n'est pas indispensable. Il pourrait être fermé. On n'est pas d'accord. Ce qu'on préférerait ensuite, comme il a 85% de saturation, le problème c'est si le canal artériel est ouvert. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme diapo. Donc sténose pulmonaire, voilà, à différencier de l'atrésie pulmonaire. Si le canal artériel est ouvert, donc il va être gauche-droite, on est d'accord, continu. Les résistances sont basses,
quand la valve pulmonaire se ferme, le sang va aller en diastole, la pression est différente, donc systole, diastole, continue, gauche-droite. Mais si le canal artériel est ouvert, qu'est-ce que vous donnez comme conseil préhospitalier? Il a 85% de saturation. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Il est à 20 minutes de chez vous. Faites-le venir. Il est à 3 heures de chez vous. Il faut lui mettre de la prostaglandine parce que vous ne savez pas, et en tout cas moi je ne sais pas mesurer, si le canal artériel est ouvert, quelle est la contribution du ventricule droit au débit pulmonaire par la valve, au travers de la valve pulmonaire, et quelle est la contribution du canal artériel. Si quand le canal artériel se ferme, il n'y a plus que 10% qui passe par le ventricule droit, l'enfant va s'approcher d'une physiologie d'atrésie pulmonaire et il va mourir. En tout cas, il va se mettre en acidose très vite. Donc, si le canal artériel est fermé, on est détendu. D'accord? Donc c'est très différent. C'est-à-dire que vous voyez dans votre cabinet, pour ceux qui font de l'échographie ou qui voient des enfants, un enfant qui a une sténose pulmonaire qu'on appelle critique, parce que la plupart des sténoses pulmonaires, il n'y a pas de raison qu'il y ait du sang bleu qui aille de l'autre côté. Une sténose pulmonaire critique, c'est-à-dire l'enfant est bleu avec une sténose pulmonaire, un champ de droite-gauche interauriculaire, le canal artériel est fermé, on a le temps de s'organiser. Parce que les choses vont évoluer, mais elles vont évoluer avec la croissance du ventricule, la nécessité d'augmenter le débit cardiaque avec la croissance, mais ce n'est pas une urgence dans l'heure. Le canal artériel est ouvert, on est préoccupé, parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Donc il faut s'en occuper. Peut-être que si ça se ferme, ça va aller, 85 va rester 85, mais peut-être pas. Donc, faites attention à ça, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas notamment venir le jour même une sténose pulmonaire critique qui a le canal fermé. Mais celle qui a le canal ouvert, on la fait venir le jour même. Donc, il y a des choses de temps en temps qu'il faut... ça, je ne vais pas vous expliquer ça, ça va être trop important. Je regarde juste où on en est. Oui, mais il faut à ce moment-là, c'est ce qu'on peut faire, mais en gros, comme la dilatation va se discuter rapidement, vaut mieux la faire. Et après, pour des raisons techniques, c'est plus facile pour nous de faire une dilatation avec le canal artériel ouvert que fermé. Mais c'est juste pour des géométries de position de la sonde. Donc je fais un dernier peut-être. Regarde juste. Voilà, un dernier facile, parce que je pense qu'il faut... il y a des messages que j'ai déjà probablement dit plusieurs fois, mais c'est important de les répéter de temps en temps. Voilà, donc c'est un bébé tout bleu, aux 4 membres, à terme, qui a les pouls qui sont bien perçus et chez qui on n'entend pas de souffle. Et on voit qu'il n'est pas en super forme quand même. D'accord? Et la SAT, elle est en bas, 85 de SAT. Bon, donc en gros, c'est un bébé qui a une cyanose généralisée. On a fait le test d'hyperoxie pour confirmer qu'elle était réfractaire. Et il a en plus des signes de lutte et de détresse respiratoire, en tout cas au moins débutants. Donc il a des signes d'insuffisance cardiaque, et dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y a de l'œdème du poumon. D'accord? Donc on a déjà vu tout à l'heure le retour veineux pulmonaire anormal total. L'autre diagnostic? Non, Epstein, ça ne donne pas d'insuffisance cardiaque gauche. Alors coarctation de l'aorte qui serait toute bleue, ça veut dire qu'il faut que ça soit perfusé à rétro, donc le ventricule gauche ne marche plus. Donc c'est une possibilité, mais avant, le diagnostic, c'est transposition des gros vaisseaux. Et ça aussi, c'est un diagnostic qui est facile à faire quand on fait de la néonatologie, avec un foramen ovale restrictif, oui, bien sûr. Donc le diagnostic, il est facile à faire parce que je vous montre la vue grand axe. En fait, il suffit de déplacer un tout petit peu par rapport à la vue qu'on a vue du canal artériel tout à l'heure, et on voit 2 vaisseaux qui naissent en canon de fusil. Et ici, c'est une transposition des gros vaisseaux, ici, c'est l'artère pulmonaire, et ici, c'est l'aorte. Donc ça, le diagnostic, il est facile à faire. En tout cas, à suspecter. Les petits détails, ce n'est pas important. Donc là, on peut aussi dire, si on a un doute,
à l'échographiste, et c'est pour ça que les téléphones et le WhatsApp, c'est bien quand même. Hein. Donc, est-ce que tu peux déplacer la sonde un tout petit peu vers le sternum de l'enfant, et hop, on va faire le diagnostic. On va faire le diagnostic en live. On lui dit, c'est une transpo. Si ça, on fait du sous-costal, on peut voir que ici, l'artère pulmonaire, c'est-à-dire le vaisseau qui se bifurque, naît du ventricule gauche. Mais ça, c'est plus dur. Il faut déjà avoir fait un apprentissage d'échographie. Par contre, ce foramen ovale restrictif, ben, vous voyez, on a déjà vu plein de fois le foramen ovale tout à l'heure. Donc, et ici, on voit bien qu'il y a un tout petit trou avec l'oreillette qui est tendue. Donc la même chose que ce qu'on a vu dans cœur triatrial, hypoplasie du cœur gauche. Le sang a du mal à sortir. C'est une physiologie compliquée, celle de la transposition des gros vaisseaux. Mais la chose qu'il faut faire, c'est enlever le rétrécissement mitral et donc faire la manœuvre de Rashkind. Donc quand on a la cyanose réfractaire, la détresse respiratoire, le canal artériel qui est ouvert, qui chante gauche-droite, les vaisseaux parallèles et le foramen ovale restrictif, il ne faut pas envoyer dans une réanimation où il n'y a personne qui peut faire un Rashkind. Hein. Il faut envoyer à l'endroit où quelqu'un peut faire la manœuvre. Donc ça c'est vrai où qu'on habite. Hein. Nous on dit ça très souvent. On fait exprès plusieurs cours au SAMU autour de Paris pour bien expliquer qu'on ne va pas en néonate quand on a ce genre de situation-là. On passe d'abord par nous. Et puis après, si on rectifie le diagnostic pour un autre type de détresse respiratoire avec cyanose réfractaire, eh bien à ce moment-là, il sera bien temps de l'adresser ailleurs, en sachant qu'ils peuvent le réanimer comme ils veulent, mais s'il faut faire cette manœuvre, il faut qu'ils y arrivent. Et donc la manœuvre, vous voyez ici le geste que vous connaissez tous, puis ici le foramen ovale, la membrane qui est cassée. Alors ça va être un petit peu long à discuter, mais l'indication à la prostaglandine, c'est oui pour le transport, mais il faut pouvoir ventiler l'enfant. Hein. Si on met de la prostine chez un enfant qui est dans une situation de détresse comme ça, avec une transposition des gros vaisseaux qui a un foramen restrictif, on risque d'aggraver la détresse respiratoire. Donc on va donner un conseil à ce moment-là, étape par étape, un petit peu plus complexe. Juste, je termine là-dessus, parce qu'après, malheureusement, il faut que j'aille prendre l'avion. La manœuvre de Rashkind, c'est un geste qui doit être fait. Normalement, c'est un geste considéré comme devant être popularisé pour que tous les enfants, là où ils habitent, enfin tous les nouveau-nés, y aient accès. On revient beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on revient beaucoup là-dessus. Alors après, le système de santé, l'organisation géographique, c'est pas la même chose sur le territoire français ou sur le territoire marocain. Mais aujourd'hui, on sait très bien, et ça a même changé dans mon service, à mon grand dame d'ailleurs, parce qu'on est deux à faire des manœuvres de Rashkind. Nous, on voit à peu près 90 transpos par an, hein, donc ça veut dire qu'on vient souvent la nuit quand même. Hein. On essaye de les faire naître dans la journée, mais les obstétriciens, ils ne sont pas très bons pour dire quand est-ce que le bébé va naître. Hein. Et la manœuvre de Rashkind, c'est une manœuvre qui est délicate, et je vous montre ici, parmi d'autres, une anomalie. Ici, vous voyez l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule gauche, le ventricule droit. Regardez les auricules, c'est les petits chapeaux là. Vous voyez ici l'auricule gauche, et puis là, vous voyez l'auricule droite. D'accord ? Normalement, l'auricule droite, elle est par là. Et donc, quand on fait une manœuvre de Rashkind, on vient comme ça. Et donc, si on est guidé par quelqu'un qui ne sait pas bien faire l'échographie, dans une ambiance d'urgence, le bébé sous les champs, pas confortable, et qu'on ne sait pas reconnaître ce qu'on appelle la juxtaposition gauche des auricules, on va gonfler le ballon dans l'auricule droite et exploser le cœur. Donc ces 2 dernières années, c'est arrivé 4 fois. Pas chez nous, hein, mais... donc dans le service, on a arrêté la juniorisation de ce geste. Donc c'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur. Hein. Une fois qu'on sait faire ce diagnostic... Enfin, moi, c'est la seule chose que je regarde avant de commencer la manœuvre, c'est s'il y a une juxtaposition des auricules, comme ça je sais comment faire. Et comment me faire guider par la personne qui fait l'échographie pendant le geste. Donc sachez quand même que c'est un geste qui n'est pas tout à fait anodin et qui nécessite une véritable expertise, et que c'est important de référer les enfants qui ont une suspicion de transposition des gros vaisseaux ou qui en ont une chez qui vous avez fait le diagnostic, dans des endroits où on peut faire cette manœuvre de façon... avec une grande qualité de diagnostic et une grande qualité technique. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que malheureusement je dois vous quitter. Donc je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps, et à bientôt. Je peux répondre à une ou deux questions si vous voulez. Hein.
finalement, donc, avec le WhatsApp et le portable, on peut vous appeler. Nous, on est tout à fait disponible. Hein. Après, c'est qu'aujourd'hui, on a tous appris à communiquer avec ces outils-là. On organise, donc vous pouvez nous envoyer des images. Hein. C'est ce que je fais avec un certain nombre de gens qui travaillent ici, des images. Alors après, l'urgence, c'est autre chose, mais nous, on a un médecin de garde chez nous, on fait ça tout le temps. Hein. En particulier pour les électrocardiogrammes, les douleurs thoraciques de l'enfant qui viennent aux urgences. De temps en temps, il y a des électrocardiogrammes qui sont un peu douteux, on les interprète comme ça. Hein. Donc, et pour les nouveau-nés, c'est très fréquent que les néonates nous envoient des images. On va être obligé d'arrêter, sinon tu vas rester ton avion. Il a juste demain, il pleut. Mais sinon, il paraît que tu me laissais ta place. Vous avez terminé. Très bien, bon, merci beaucoup.